Imaginez un instant. Vous vous promenez dans une forêt ancestrale, les pieds foulant un tapis de feuilles mortes, le silence seulement brisé par le bruissement du vent dans les cimes. Ce silence, n'est-ce pas? Il a toujours été là. Nous l'avons toujours interprété comme le calme serein de la nature, un monde où chaque arbre se dresse, solitaire, luttant pour sa part de lumière et de nutriments. Une compétition acharnée, brutale, une lutte pour la survie. C'est l'image que nous avons longtemps eue de la forêt, une collection d'individus isolés, chacun pour soi. Une vision qui, avouons-le, nous ressemble étrangement. Mais si je vous disais que ce silence est une illusion? Si je vous révélais que, sous nos pieds, dans l'obscurité fertile du sol, se déroule une conversation d'une complexité époustouflante, un échange constant, une danse vitale que nous commençons tout juste à entendre, bienvenue dans le monde secret des arbres, un monde révélé par une femme dont la persévérance a déchiré le voile de l'ignorance. Son nom est Suzanne Simard. Une scientifique canadienne, dont la vie a été imprégnée de l'odeur de la forêt, des murmures des pins et du chant des rivières de la Colombie-Britannique. Suzanne n'était pas une de ces scientifiques cloîtrées dans un laboratoire. Elle était sur le terrain, ses mains dans la terre, ses yeux rivés sur les écosystèmes forestiers. Et très tôt, quelque chose la dérangeait dans le récit dominant. Elle observait les forêts, non pas comme des amoncellements d'arbres, mais comme des entités vibrantes, des systèmes interconnectés. Mais comment prouver ce qu'elle ressentait au plus profond de son être, quand la science établie clamait le contraire, pendant des décennies, la foresterie et l'écologie étaient dominées par cette idée de compétition. Couper les arbres faibles, disait-on, pour que les plus forts puissent prospérer. Planter des monocultures pour optimiser la production. Une approche industrielle, pragmatique, mais qui ignorait une dimension essentielle de la vie forestière. Cette approche traitait la forêt comme une usine, où les machines devaient être optimisées individuellement. Chaque arbre, on le croyait, luttait pour survivre, tirant l'eau et les nutriments du sol avec ses propres racines, sans jamais se soucier de son voisin. C'était la loi de la jungle, appliquée à la forêt. Suzanne, elle, avait une intuition différente. Une intuition née de l'observation, mais aussi d'un respect profond pour la complexité de la nature. Elle avait remarqué des choses étranges. Des petits sapins, poussant à l'ombre de géants, qui semblaient se maintenir en vie bien au-delà de ce que leur faible exposition au soleil aurait dû permettre. Ou encore, après une coupe forestière, la résilience inexpliquée de certaines jeunes pousses. Son regard ne se posait pas seulement sur les troncs et les feuilles, mais s'enfonçait plus bas, vers l'invisible, vers la terre-mère. Et c'est là, dans cette terre, qu'elle allait trouver la clé du mystère. Une clé minuscule, mais dont la portée allait révolutionner notre compréhension du vivant. Cette clé, ce sont les champignons. Pas ceux que l'on ramasse pour la poêlée du dimanche, mais des milliards de filaments microscopiques, appelés hyphes, qui composent le mycélium. Ce réseau souterrain, souvent invisible à l'œil nu, tisse une toile incroyable sous nos pieds. Il entoure les racines des arbres, parfois même pénètre leurs cellules, dans une danse millénaire connue sous le nom de symbiose mycorhizienne. C'est une alliance, une entraide que la nature a mise au point il y a des centaines de millions d'années, bien avant même l'apparition des dinosaures. Les arbres fournissent aux champignons des sucres, produits par la photosynthèse. En retour, les champignons, avec leurs filaments infiniment plus fins et étendus que les racines, explorent un volume de sol bien plus vaste, apportant à l'arbre de l'eau, du phosphore, de l'azote et d'autres minéraux. Essentiel. C'est un troc parfait, un contrat gagnant-gagnant. Mais Suzanne Simard a poussé cette observation un cran plus loin. Elle s'est demandé, et si ces réseaux de champignons ne reliaient pas seulement un arbre à ses champignons, mais reliaient plusieurs arbres entre eux, via les mêmes réseaux mycorhiziens? Et si ces champignons n'étaient pas seulement des intermédiaires passifs, mais de véritables câbles de communication, de véritables autoroutes souterraines? L'idée était audacieuse, presque poétique, mais elle avait besoin de preuves irréfutables. Les sceptiques étaient nombreux, armés d'arguments solides basés sur le paradigme dominant de la compétition. Alors qu'elle a conçu des expériences ingénieuses. Dans les années 1990, elle s'est lancée dans un travail titanesque, marquant des arbres avec des isotopes radioactifs du carbone 14 et du carbone 13. Elle a planté des sapins de Douglas et des bouleaux à papier, deux espèces que l'on considérait comme des concurrents acharnés, et elle a injecté du gaz carbonique radioactif à l'un d'eux, le sapin. Puis, elle a couvert les bouleaux pour s'assurer qu'ils ne pouvaient pas faire de photosynthèse. Si le bouleau mourait, la théorie de la compétition était confirmée. Mais le bouleau a survécu. Mieux encore, elle a détecté du carbone radioactif dans le bouleau, alors qu'il n'avait aucune source de lumière directe. D'où venait-il? La seule explication possible était qu'il avait été transféré sous terre, via le réseau mycorhizien, du sapin de Douglas au bouleau. Puis, elle a inversé l'expérience, injectant le carbone radioactif au bouleau, et a constaté le même transfert vers le sapin. C'était une preuve extraordinaire, presque subversive. Le monde scientifique était secoué. Ce n'était pas un simple échange fortuit.
C'était la preuve tangible d'un réseau complexe, dynamique, qu'elle a surnommé le Wood Wide Web. Oui, comme Internet, mais sous terre, bien avant le nôtre. Ce réseau interconnecte les arbres de toutes espèces, jeunes et vieux, faibles et forts. Il permet un transfert bidirectionnel non seulement de carbone, mais aussi d'eau, de nutriments et même de signaux d'alerte. Imaginez, quand un arbre est attaqué par des insectes ou une maladie, il peut envoyer des signaux chimiques à travers le réseau, alertant ses voisins, qui peuvent alors renforcer leur défense avant même d'être eux-mêmes attaqués. C'est un système d'alerte précoce, une véritable intelligence collective NN, mais l'aspect le plus émouvant, le plus inspirant de ces découvertes, est sans doute le rôle des arbres mères. Les arbres les plus grands, les plus anciens, sont les hubs de ce réseau. Ce sont eux qui ont les systèmes racinaires et mycorhiziens les plus développés, leur permettant de connecter des centaines, voire des milliers d'autres arbres autour d'eux. Et ce qu'ils font est stupéfiant. Ils ne se contentent pas de partager le surplus. Ils nourrissent activement les jeunes pousses et les arbres malades ou affaiblis qui poussent à leur ombre. Ils leur transfèrent du carbone, de l'eau, des minéraux essentiels, leur donnant une chance de survivre là où, seuls, ils n'auraient aucune espérance. C'est un acte de générosité, de solidarité, de transmission intergénérationnelle qui dépasse tout ce que nous pensions possible dans le règne végétal. Ces arbres mères sont les gardiens de la forêt, les bibliothèques vivantes de sa mémoire génétique et écologique. Quand un arbre mère est coupé, c'est comme arracher le cœur d'un réseau. La mortalité des jeunes pousses autour de lui augmente drastiquement. C'est un coup fatal porté à la résilience de l'écosystème entier. La forêt n'est plus une simple collection d'arbres, mais un superorganisme, une entité intelligente et coopérative, où chaque membre contribue à la santé et à la survie de l'ensemble. La vie, en réalité, n'est pas qu'une histoire de compétition. C'est aussi, et peut-être surtout, une histoire de coopération. Les implications de ces découvertes sont gigantesques. Elles nous obligent à repenser fondamentalement notre relation avec la nature. Elles montrent l'urgence de protéger non seulement les arbres visibles, mais aussi l'écosystème invisible sous nos pieds. La biodiversité du sol, ces myriades de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes, est la fondation même de la vie forestière. Sans ce réseau, la forêt n'est qu'une façade fragile. Elle nous enseigne que les monocultures, la coupe à blanc, la destruction des sols par les engins lourds, sont des pratiques qui déchirent ce tissu vital, affaiblissant la forêt face aux maladies, aux sécheresses et aux défis du changement climatique. Une forêt saine est une forêt connectée. Ces révélations de Suzanne Simard ne sont pas seulement des faits scientifiques. Elles sont une source d'émerveillement, une invitation à voir le monde avec des yeux neufs. Elles nous inspirent à chercher l'interconnexion, la coopération, même dans les lieux les plus inattendus. Elles nous rappellent que nous sommes, nous aussi, inextricablement liés à tout ce qui nous entoure. La forêt ne parle pas seulement aux arbres, elle nous parle, si nous prenons le temps d'écouter, de ce que signifie être vivant et interconnecté. Et peut-être que son message le plus profond est que la véritable force ne réside pas dans l'isolement et la compétition, mais dans l'entraide et la collaboration. La prochaine fois que vous marcherez en forêt, souvenez-vous que sous vos pieds, des millions de conversations silencieuses se déroulent, un opéra secret de la vie. Quelle incroyable leçon d'humilité et de sagesse que ces géants silencieux nous offrent. Les forêts sont bien plus que des poumons pour la planète, elles sont des cerveaux, des cœurs, des réseaux de vie palpitants, capables de résilience et de générosité inouïe. La découverte de Suzanne Simard n'est pas seulement une avancée scientifique, c'est un poème, un murmure qui nous relie à l'essence même du vivant. Nous avons tant à apprendre de la forêt, de ses liens invisibles, de sa sagesse ancestrale. Continuons à explorer ces mystères, à les partager, et surtout, à les protéger pour les générations futures. Si cette histoire vous a touché, si elle a allumé une étincelle de curiosité en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde, abonne-toi pour plus d'histoires positives.